L'expérience que j'ai vécue aux États-Unis à un moment donné était nettement pénible. Dans les semaines précédant ce jour-là, un sentiment oppressif de trouble m'accompagnait, comme si une ombre dense pendait sur moi, accompagnée d'une douleur profonde et croissante. Il était possible de réaliser, avec une clarté inquiétante, la colère et le ressentiment qui se sont propagés dans l'environnement. Ma nature empathique a amplifié ces émotions des autres, de sorte que tout événement de grande ampleur impliquant des collectivités a résonné avec moi avec une intensité écrasante. Bonne nuit. Merci pour l'invitation, Evelyne. Je m'appelle Cathy Mamelan, je suis moyen et clairvoyant, établi dans l'État de Floride, où je vis. Pendant plus d'une décennie, je travaille professionnellement dans ce domaine, faisant des consultations pour les clients dans diverses parties du monde. De plus, je maintiens une présence significative sur la plateforme YouTube, où je mène des lectures de tarot et j'ai construit un public expressif. Je me consacre à offrir, souvent, des séances libres à la communauté virtuelle, tandis que j'équilibre ma vie personnelle composée de 2 enfants biologiques, 3 beaux enfants, 3 félins, un mari et une véritable passion pour ce que je fais. Atteindre ce point représentait une trajectoire longue et complexe. Dans sa jeunesse, il a interprété ces expériences inhabituelles telles que de simples coïncidences divines, des intuitions occasionnelles, comme la présentation d'une connexion téléphonique imminente, ou la présence de noms spontanément dans mon esprit. Cependant, il y a une quinzaine d'années, mon existence a subi une transformation radicale. Un ouragan dévastateur a fait l'objet de l'accord qui s'était conclu, me forçant à réinventer ma carrière. À contre-cœur, à la lutte à partir de zéro, j'ai choisi d'étudier dans l'esthétique capillaire et plus tard en massothérapie. C'est lors d'un service en tant que massothérapeute que j'ai vécu un phénomène singulier. En jouant un client, j'ai entendu un nom prononcé. Ai-je demandé, perplexe, qui parle ? Sans obtenir de réponse. Ensuite, j'ai demandé à la personne qui avait répondu, qui est Jean pour vous ? Elle a répondu étonnée, c'est le nom de ma mère. Comment le sauriez-vous ? J'ai poursuivi, votre mère vit-elle en Arizona et a 6 oiseaux pour les oiseaux dans l'arrière-cour ? En confirmant que c'était une blague familiale, j'ai compris que quelque chose d'extraordinaire s'est produit, bien qu'à l'époque, cela n'ait pas attribué une plus grande importance. Au fil du temps, j'ai réalisé qu'avec chaque contact physique avec des individus inconnus, des voix et des messages ont émergé dans ma conscience, noms, chiffres, informations sur les lieux que je n'ai jamais visités et même l'articulation des langues que je n'étais pas au courant. Ce processus de réveil s'est accompagné de crises émotionnelles intenses, crises incontrôlées, épisodes de désespoir et sentiments que ma santé mentale avait disparu. Pendant 1 an, je suis aussi contre l'isolement, littéralement, dans un cabinet, et la pratique discrète des lectures avec tarot et oracle, initialement comme passe-temps sans aucune intention professionnelle. Mes antécédents académiques et ma trajectoire antérieure, 25 ans en tant que designer d'intérieur et une maîtrise en administration, n'ont offert aucune base pour comprendre ces manifestations. Créé dans le catholicisme, il a complètement ignoré les concepts liés à la médiumnité ou à des facultés psychiques, appelées. Ainsi, je me suis consacré, en toute confidentialité absolue, à effectuer environ 1000 lectures libres, sans révéler mon activité à la famille ou aux connaissances. Il portait toujours un deck et offrait discrètement de brèves interprétations à ceux qui se sont approchés. À la fin de cette période d'exploitation de soi, j'ai identifié les mécanismes par lesquels j'ai reçu les informations, leurs origines, les stimuli qui l'ont déclenché, surtout, la précision de mes perceptions. Le plus grand défi, cependant, a été d'accepter ma propre condition. Se reconnaître comme doté d'un cadeau n'est pas quelque chose qui se déclare naturellement. Pour contourner cet inconfort, j'ai simplement dit que je pratiquais ou avais une certaine intuition. Les commentaires positifs, vous êtes assez qualifié, m'ont progressivement amené à assumer mes capacités. En 12 mois, j'ai développé la possibilité de faire des lectures à distance par téléphone ou par message, ainsi qu'en groupe, analysant simultanément plusieurs individus. J'ai donc trouvé que ma sensibilité a extrapolé la simple intuition. Je pouvais entendre, voir, sentir et ressentir des énergies et des entités, confirmant mon état de médium. Chaque étape de ce processus de découverte salut méticuleusement enregistré dans ma mémoire, se révèle être un voyage fascinant qui a redéfini mon existence. Cet éveil ne se limitait pas à la portée personnelle, je me rends compte comme un phénomène mondial. La pandémie,
à mon avis, a agi comme un catalyseur, un événement de magnitude suffisant pour ouvrir métaphoriquement un coffre de transformation collective. La crise, que ce soit économique, émotionnelle ou sanitaire, agissent comme déclenche une recherche de signification au-delà de l'individu. J'observe un mouvement croissant de personnes qui transcendent leurs préoccupations immédiates, cherchant des réponses dans des dimensions plus larges. Ce éveil semble contagieux, envoyant une sérénité inexplicable, une véritable joie ou une résilience face à l'adversité. Beaucoup commencent à remettre en question leurs propres luttes internes. Le changement se propage ainsi comme une vague, à travers l'exemple, la langue et les attitudes. Ce n'est pas un processus instantané. J'estime que cette transition peut s'étendre pendant 1 ou 2 décennies, impliquant des défis importants. Je fournis un effondrement économique imminent, tiré par des forces qui vont au-delà du contrôle humain, suivi d'une période de privation pour les personnes qui, malgré leur intégrité, seront affectées par des circonstances exceptionnelles. Je n'exclus pas la possibilité d'une profonde récession, peut-être comparable à une dépression économique. Il y a actuellement 2 groupes distincts, les sceptiques, qui seront surpris par l'ampleur du changement, et ceux qui anticipent déjà ce qui va arriver, se préparant silencieusement à ce qui est annoncé comme une période d'épreuve, paradoxalement, du renouvellement spirituel. Ceux qui restent des incroyants face à ces perspectives affirmeront, a posteriori, qu'ils ne prévoient pas l'imminence des événements qui se dérouleront. Cependant, les preuves suggèrent qu'un déclin économique, bien que modeste dans sa phase initiale, s'approche inévitable. Selon les messages que je reçois, interprétés comme des voix d'une dimension spirituelle, il y a un cri réprimé qui ne peut plus être réduit au silence. La société, pendant longtemps contenue dans son expression, est maintenant mobilisée, non seulement pour être entendue, mais pour agir. Les manifestations publiques, loin du refroidissement, auront tendance à s'intensifier, se configurant comme un mécanisme d'unification collective face aux transformations que beaucoup n'approuvent pas. C'est, en substance, un moment décisif, un carrefour moral dans lequel chaque individu sera appelé à réaffirmer leurs principes, leurs valeurs et leur vision de la justice. Lorsque je me réfère au « il », a fait allusion aux entités qui, dans ma perception, transcendent le plan matériel et qui me donnent ces impressions. Ce n'est pas seulement une intuition personnelle, mais une communication qui ajoute à mon analyse des signes contemporains. Les rues, selon ces messages, deviendront le théâtre d'une expression massive, pas d'une manière chaotique mais organisée, paisible mais infatigable. Des foules portant des affiches, marchant, élevant leur voix à l'unisson, non comme un acte de violence, mais comme une affirmation des droits fondamentaux, liberté, capitaux propres, dignité humaine. En fin de compte, c'est une évolution émotionnelle collective, un point d'inflexion dans lequel la société sera obligée de discerner entre ce qui est essentiel et ce qui est dispensable. Je me demande donc si ce mouvement entraîne le risque de confrontation physique ou d'effusion de sang, et que la réponse que j'obtiens est catégorique, il n'y aura pas de dommages irréparables. Les manifestations, bien que les véhéments, seront marquées par une résistance non violente, mais par une force morale non qualifiée. Les chiffres, selon ces voix, seront expressifs, des milliers, des dizaines de milliers de personnes convergeant vers des espaces publics, émergeant du silence forcé à revendiquer leur participation à la construction d'un avenir plus juste. L'expression « la grande division » m'a été transmise d'urgence. Il y a une désapprobation spirituelle de la fragmentation qui nous consomme, les frontières artificielles, les murs invisibles qui séparent les nations, les classes et les idéologies. Surtout, l'indifférence est critiquée par la souffrance des autres, lorsque suffisamment de ressources existent pour éradiquer la faim, assurer un logement décent et garantir qu'aucun être humain ne vit dans des conditions subhumaines. La cupidité et l'égoïsme d'une minorité, ceux qui ont du pouvoir et de l'influence, sont soulignés comme les principaux obstacles à la réalisation de cet idéal. Si c'était possible synthétique. La désir de cette dimension spirituelle serait résumé à un appel, l'abolition des obstacles qui nous séparent, le dépassement des divisions pour une coopération mondiale fondée sur la paix. Cependant, la résistance de ceux qui, émus par des intérêts particuliers, persiste, perpétue les systèmes d'exclusion. Bien que ceux qui occupent des postes de pouvoir ne reconnaissent pas la nécessité d'un changement structurel au profit de l'humanité, la lutte persistera, et peut-être s'aggraver. J'ai la capacité de percevoir, à l'avance, les énergies qui précèdent les événements d'une grande ampleur. Avant l'épisode du 6 janvier aux États-Unis, par exemple, une sensation oppressive m'a dominé,
un nuage sombre de douleur et de colère collective qui s'accumulait, comme si l'air était saturé de ressentiment. Mon empathie, dans ce contexte, agit comme un récepteur des émotions des autres, amplifiant les angoisses qui ne sont pas seulement les miennes, mais un corps social épuisé. Aujourd'hui, cette même énergie est présente, mais avec des contours différents. Ce n'est pas un présage de catastrophe naturelle, mais une transformation sociale et existentielle. Je pense que, en tant que poids sur les épaules, la mobilisation imminente de milliers, des personnes qui, jusque-là prisonniers dans leur routine, émergeront pour occuper les rues, entraînées par une longue indignation contenue. La colère, le mécontentement et la frustration font la fermentation, et bien que beaucoup essaient de supprimer ces sentiments, ils se manifesteront inévitablement comme une vague qui ne peut plus être détenue. L'énergie humaine, après tout, n'est pas statique, elle se propage, se multiplie, comme les ondulations causées par une pierre jetée dans l'eau. Si, en tant qu'empathique, je suis en mesure de capturer des vibrations à distance, alors nous tous en tant qu'entités énergétiques sont également sensibles à ces courants collectifs. Lorsque la tension atteint son pic, lorsque l'exaspération devient répandue, ses effets se reflètent dans l'anxiété diffuse, les nuits d'insomnie et un inconfort indéfinissable qui imprègne l'air. Ce n'est pas une agitation simplement individuelle, mais un phénomène systémique, dans lequel l'ensemble influence chaque partie. Compte tenu de ce scénario, une question pertinente se pose: l'humanité serait-elle obligée de choisir entre une artificialité croissante, représentée par l'intelligence artificielle et la dépendance technologique, et un retour à une existence plus organique, liée au rythme naturel? Les réponses que je reçois sont éclairantes. La technologie, de ce point de vue, n'est qu'un outil, comme le faisaient, à des âges éloignés, les pierres et les bâtons utilisés par les premiers humains pour maîtriser le feu ou construire des abris. Le progrès, en ce sens, n'est pas intrinsèquement négatif, c'est plutôt un moyen fait à notre disposition de faciliter la vie, de guérir les maladies ou d'élargir les limites des connaissances. Il appartient à chaque individu, et à la communauté, de décider comment utiliser ces instruments, perpétuer les inégalités ou promouvoir le bien commun. L'analogie avec l'homme primitif est révélatrice. Tout comme nos ancêtres ont utilisé des ressources rudimentaires pour survivre, nous avons aujourd'hui des outils sophistiqués, dont l'utilisation éthique dépend de notre sagesse. Un robot qui nettoie les articles ménagers ou un algorithme qui optimise les traitements médicaux ne sont pas en soi menaces en soi, ce sont des extensions de notre capacité créative. Le défi consiste à ne pas devenir esclave à ces innovations, mais à les intégrer consciemment, à préserver le plus humain en nous, la compassion, la solidarité et l'espoir. Et c'est précisément l'espoir qui nous maintient en vie. Dans mes prières, en se préparant à accéder à cet état de perception élargie, je réaffirme une vérité fondamentale: chaque être est exactement là où il devrait être en ce moment, et il vient de cet endroit, avec sa douleur, ses aspirations et ses possibilités, cette transformation commence. L'essence du temps, cependant, ne réside pas dans sa linéarité mécanique, mais dans sa nature éphémère et transformatrice. Ce qui est prévu ici, c'est la compréhension que nous existons dans le présent, un cadeau que, quel que soit l'âge, les circonstances ou les défis auxquels sont confrontés, reste le seul espace possible pour l'action et le renouvellement. Peu importe à quel point un individu peut se sentir stagnant, à quel point ses incertitudes ou à quel point il est éloigné de l'idéalisme, la condition humaine elle-même est dynamique. Même lorsque l'illusion de l'immobilité est imposée, les univers. Il le suit en mouvement, et avec lui, les forces qui régissent l'existence. Il y a donc un état de suspension authentique, c'est une perception déformée, car, en substance, nous sommes toujours en transit. Dans ce contexte, la sagesse réside dans l'ancrage des rêves et des aspirations futures, non pas dans une attente rigide, mais dans la volonté d'un plus grand design, qu'il soit interprété comme divin, cosmique ou simplement comme l'intelligence intrinsèque de la vie. En reconnaissant les limites du contrôle humain et de la réalisation d'énergie vers ce qui est réellement à notre portée, la voie d'une existence plus sereine est pavée. La paix intérieure n'est donc pas un état passif, mais le résultat d'un alignement. Lorsque l'individu découvre son objectif, les autres dimensions de la réalité sont plus clairement intégrées. Le chaos externe perd une partie de sa force perturbatrice, car l'attention est concentrée sur ce qui compte vraiment. Cette recherche de sens n'est pas exempte de conflits. Dans ma propre trajectoire, l'état d'être doté de perceptions élargies, ce que beaucoup appellent « cadeau », était, pendant longtemps, une source d'angoisse.
La peur du jugement des autres, la possibilité d'être étiquetée comme excentrique ou mal comprise, pesait comme un fardeau. Ce fut une observation simple mais profonde, donnée par un membre de la famille, qui a changé ma perspective. Ce n'est pas seulement un cadeau, c'est un appel. Cette distinction subtile mais fondamentale a redéfini ma relation avec ma propre existence. Accepter que mon voyage n'était pas une chance, mais une vocation, un engagement fait avant même l'incarnation, me gave la résilience nécessaire pour me reconstruire après des pertes dévastatrices, telles que la destruction d'une entreprise qui représentait des années de travail. Si tout pouvait être pris, le but est resté intact, et c'est dedans que je devrais investir mon énergie. Cette réflexion s'étend avec une urgence particulière aux jeunes générations. Chacun incarne un contrat d'âme, un ensemble de leçons prédestinées, missions et connexions à expérimenter. Trouver ce but n'est pas un luxe, mais un besoin existentiel. Dans le contexte de ce que j'appelle, par convention, du monde matériel ou de la dimension tridimensionnelle, il est nécessaire d'agir avec le pragmatisme, gérant ce qui est à la portée des mains. Cependant, la priorité non négociable doit être la culture de l'âme. Ce n'est que de cette manière que l'espoir de maintenir, le bonheur devient accessible et la liberté d'être et de créer. La question centrale n'est pas la capacité, car nous avons tous potentiellement la capacité d'accomplir ce que nous voulons, mais l'allocation consciente de notre énergie, de notre temps et de notre attention. Le point de départ, invariablement, est la connaissance de soi, vous aimer, vous faire confiance et prendre des décisions alignées sur cette vérité intérieure. Dans ce processus, l'espoir apparaît comme un phare. Pas passif mais espoir actif, pas comme une simple attente, mais comme un carburant pour l'action. C'est dans ce contexte que des instruments tels que le tarot acquièrent une pertinence non comme des déterminants de la destination, mais comme des miroirs de possibilités latentes. Dans ma pratique, après des années, principalement dédiées à la médiumnité, j'ai commencé à me spécialiser dans la dynamique relationnelle, par rapport aux complexités des flammes jumelles, âmes, aux modèles d'énergie qui attirent ou suppriment des partenaires, y compris l'influence des vies passées. Tarot, en ce sens, agit comme un langage symbolique qui dialogue avec l'inconscient. Certaines lettres, dans des lectures aimantes, se distinguent par leur récidive et leur charge archétypale. Le soleil, par exemple, annonce souvent une renaissance émotionnelle, une invitation à s'ouvrir à une connexion qui apportera de la lumière et de l'expansion. La coupe-page, à son tour, peut signaler l'émergence d'un intérêt romantique, marqué par une énergie ludique et sincère. Il y a aussi des lettres qui révèlent des transitions douloureuses, telles que 9 épées, indiquant la nécessité de libérer ce qui ne sert plus, ou l'ermite, suggérant une période d'introspection avant un nouveau cycle. Chaque arcane, cependant, est polysémique, son interprétation dépend non seulement de l'étude systématique des symboles, mais de l'intuition du lecteur, qui agit comme un canal entre le visible et l'invisible. Ma relation avec les lettres transcende la technique, ce sont plus que des outils, ce sont des interlocuteurs. J'ai une collection de plus de 400 decks, chacune avec sa propre voix et sa résonance. Dans mes séances, souvent, je les sens parler haine. Dans un sens littéral, mais comme une chaîne d'images, des sensations et des idées qui se déroulent dans le récit. Un client cherche des conseils amoureux, et des lettres, couplées à ma perception extrasensorielle, révèlent non seulement des tendances mais des détails incroyables. J'ai déjà rencontré des situations où des noms spécifiques ont émergé lors de la lecture, tels que Glu, un nom jusque-là inconnu du consultant, que des semaines plus tard confirmerait d'être impliqué avec quelqu'un appelé. Ces moments illustrent comment le tarot, lorsqu'il est utilisé avec vénération, peut servir de pont entre le plan spirituel et l'expérience concrète, offrant non seulement des prédictions mais aussi des directives pratiques. En plus des problèmes aimants, le tarot et l'intuition s'appliquent aux dilemmes professionnels, aux crises existentielles et aux processus de guérison. Plusieurs fois, les consultants viennent à une impasse, je ne sais pas quelle façon de prendre, je crains le mauvais choix, j'ai besoin d'un signal. À ce stade, mon rôle est d'agir comme un traducteur des messages que l'univers, ou l'essence même de l'individu, cherche à transmettre. Que ce soit pour clarifier un conflit relationnel, identifier un objectif de vie ou surmonter les blocs émotionnels, l'approche est similaire, accéder à la sagesse qui habite déjà le consultant, mais obscurcie par des doutes ou des peurs. Je crois fermement que chacun de nous est envoyé à ce que nous pouvons le mieux servir. Il y a une synergie entre les âmes qui se reconnaissent dans ce travail de lumière,
que ce soit des thérapeutes, des guides spirituels ou des facilitateurs simples de soi. La mission, en substance, est de rappeler à l'autre que l'espoir n'est pas une illusion, mais une force tangible, cultivée avec tous les choix conscients. Compte tenu de la demande croissante d'orientation spirituelle, il est évident que le nombre de personnes à la recherche d'aide dépasse le nombre de travailleurs légers disponibles. Cependant, une telle conclusion ne soulève pas l'inquiétude, mais la gratitude. J'ai la bénédiction de vivre avec un cercle de collègues tout aussi dotés dont les cadeaux complètent les miens. Lorsque j'identifie qu'un consultant serait mieux assisté par un autre professionnel, ni pour son expertise en astrologie, son lien le plus profond avec les royaumes angéliques ou toute autre spécialité le transmet sans hésitation. Ce réseau de collaboration mutuelle enrichit non seulement le processus thérapeutique, mais renforce également l'idée que le service spirituel transcende l'individualisme. Nous sommes des instruments de la même lumière, chacun avec sa propre fréquence. Quant à l'existence de contrats d'âme, ma conviction est inébranlable. Je me consacre, en particulier, à l'étude de la dynamique de l'amour transcendantal, comme les liens des flammes jumelles et des âmes, que je comprends comme des accords sacrés préétablis. Je ressemble à ce que nous sommes destinés à trouver certaines personnes, non pas par hasard, mais dans le cadre d'une plus grande conception de l'évolution spirituelle. Chaque incarnation présente des leçons spécifiques, une âme qui, dans les vies passées, a connu l'opulence en tant que monarque peut renaître dans des conditions de privation matérielle ou physique, non pas comme punition, mais comme une opportunité de cultiver de l'empathie. Peut-être doit-il comprendre, en substance, le poids d'un voyage pénible ou de la dignité du travail acharné, contrastant avec la facilité qui avait été précédemment accordée. Cette perspective s'étend à toutes les émotions fondamentales de l'expérience humaine, deuil, de la joie, du désespoir, de la plénitude. Tout au long des existences multiples, notre objectif semble être d'intégrer, dans notre mémoire ancestrale, la connaissance expérientielle de chacun de ces états. Il s'agit de tisser, dans notre être, un fil de sagesse qui nous permet de dire, en profondeur, « Je le sais. J'ai vécu cela. Et donc, je comprends. » C'est l'essence des contrats d'âme, un programme d'études divin, dans lequel chaque vie représente une discipline à dominer. Bien que cet espace de dialogue ait fini à sa fin, je laisse mes sincères remerciements à l'hôtesse, Evelyne, pour l'opportunité de partager ses réflexions, ainsi qu'aux auditeurs, dont la présence est attentive au but de cette réunion. Qu'ils prennent la certitude que l'espoir est un fil de conduite et un amour de conduite incassable, une force permanente. Surtout, rappelez-vous, la solitude est une illusion. Nous sommes entrelacés par un réseau de connexions invisibles qui transcende le temps et l'espace. Pour ceux qui souhaitent se plonger dans mon travail, mes canaux numériques sont disponibles, Cathy Mamlan Psycho. Medium couvre les lectures intuitives et les messages du plan spirituel, tandis que la psychique Cathy Mamal Picard offre des conseils à travers des decks oraculaires. Des lectures spécifiques sur les relations d'âme peuvent être trouvées dans les flammes jumelles et les âmes sœurs aiment le tarot. Encore une fois, j'exprime ma profonde gratitude pour ce moment d'échange et pour la confiance placée dans mon voyage. Que la lumière qui habite en moi reconnaît et éclaire la lumière dans chacun de vous.